je vous invite, si vous en avez envie, seulement si vous en avez envie, de vous approcher. Il y a des places en avant, alors vous êtes évidemment les bienvenus à venir tout près, tout près, tout près. C'est toujours plus agréable pour les panélistes et l'animatrice d'avoir des gens qui sont proches, sincèrement. Alors voilà, je dois vous dire d'entrée de jeu que je suis très, très, très heureuse d'animer ce prochain panel qui s'intitule « Santé urbaine et services de proximité ». Ça porte sur le rôle des villes dans tout ce vaste domaine de la santé. Quel est le rôle d'une ville en santé? Que peut faire une ville? Nos villes sont de plus en plus peuplées et ça va aller en augmentant pour toutes les raisons que vous connaissez déjà. Alors, comment faire pour que les gens qui vivent dans les villes soient le plus en santé possible? Quels sont les moyens? À quel prix? Vous allez entendre des panélistes passionnés, inspirés et inspirants qui ouvrent des portes à des solutions absolument fabuleuses. J'espère qu'ils vont vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré dans la préparation de ce panel pour vous. Mes panélistes sont en ordre alphabétique. Joanne Elsner, présidente et cofondatrice de Santé Urbanité, un organisme qui a à cœur la santé globale des citoyens. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui en a long à dire sur le sujet. Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, professeure titulaire Université de Sherbrooke, autrice du livre « Renfort sur la santé mentale » sorti récemment. Et Gabriel Nadeau-Dubois, ex-co-porte-parole de Québec solidaire, député de Gouin depuis 2017, devait être avec nous, mais il a eu un empêchement important. Alors, nous ferons le panel à 4 entre nous. Alors, voilà, c'est parti. En fait, je pars. Le grand voyage vers le siège. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, premier tour de table, je vais commencer par vous, Catherine. On le sait, on est encore en plein débat social sur notre système de santé. On est en changement, en mutation. Comment les villes, qui sont des créatures du gouvernement provincial, on le sait, comment les villes pourraient demander aux autres niveaux de gouvernement de prioriser certaines choses pour vous aider? Mais d'abord, moi, je crois fondamentalement en la collaboration entre les différents paliers de gouvernement et les municipalités doivent être considérées comme des partenaires à part entière. Ouais. Des gouvernements, que ce soit le fédéral, que ce soit Québec, avec qui on travaille de pair, il va sans dire. Je pense qu'on doit reconnaître le rôle de coordination que peuvent jouer les villes dans différents enjeux relevant de la santé. Je pense à l'habitation, au logement, qui est un facteur prédicateur très, très important pour la santé de la population. Puis ce qui est difficile parfois en matière d'habitation, c'est que tout le monde est un peu responsable. Hein. Il y a même le fédéral qui a un rôle à jouer. D'ailleurs, il y a eu un désengagement depuis les années 90. Ça tend à revenir un petit peu, mais c'est encore timide. Il y a Québec, il y a les villes également qui sont appelées à contribuer. Puis vous savez, c'est comme dans une équipe de travail. Quand les rôles et responsabilités sont pas clairs, c'est difficile d'avoir des actions qui soient tangibles. Donc, j'ai l'impression, puis c'est mon constat après quelques années maintenant à la mairie, c'est que tout le monde finit par se relancer la balle, puis il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui est le porteur clair. Donc, je pense que de définir les rôles et responsabilités, oui, d'avoir... Puis tu sais ça, de comprendre qui est à même de mieux agir sur le terrain. Moi, je crois beaucoup au principe de subsidiarité, là, ce qui veut dire que le palier de gouvernement le plus proche des citoyens qui est à même de réaliser certaines actions devrait être celui en charge puisqu'on est capable donc d'avoir la plus grande influence possible et les répercussions qui soient positives. Donc ça, c'est un exemple. Je l'ai dit en habitation, même chose en itinérance. Nous, Longueuil, on joue un rôle de leadership important dans le fait où on réunit, c'est nous qui avons mis en place une table de concertation entre les différents acteurs, notamment le réseau de la santé qui œuvre sur notre territoire, mais également les organismes communautaires. On s'entend qu'on va y revenir là, sur les obstacles et les budgets, etc. On va y revenir tout à l'heure. Joanne Elsner, ma prochaine question est pour vous. Pour vous, ville et santé, c'est comme ça va ensemble. Ce sont deux mots qui vont ensemble. Ça devrait être indissociable. De plus en plus de gens habitent nos villes. L'Organisation mondiale de la santé dit que dans 25 ans, dans 2050, 7 personnes sur 10 sur la planète vont habiter dans une grande agglomération urbaine. Alors, quelles sont les mesures les plus évidentes à prendre en compte en ce moment? Bien, écoutez, ce matin, on entendait parler de chaos, on entendait parler de dompter le mammouth. Moi, je vous dirais qu'on devrait soigner notre mammouth. Puis la meilleure façon de soigner notre mammouth, c'est de diminuer la pression sur lui et de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Et ça passe par l'aménagement de nos villes. Deux grands pôles d'action, la mobilité durable. Les gens qui prennent le transport en commun sont des piétons.
ils marchent. Ils marchent environ 25 minutes par jour. C'est tout près du 30 minutes recommandé par les médecins. Ils sont 4 fois plus susceptibles de faire leurs 10 000 pas par jour. Et il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a démontré que les gens qui se sont mis à prendre le transport en commun parce qu'on venait d'installer un train léger sur rail ont perdu 3 kilos sur un an. Donc, des avantages santé indéniables. La même chose pour le transport actif, donc le vélo. Ceux qui prennent le vélo pour au travail voient leur risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de décès prématurés diminuer de moitié. Même si on respire encore les vapeurs, pas les vapeurs, mais ils ont la fumées chance, d'autobus et ils ont la chance de passer par des rues résidentielles et de trouver bien. leur trajet qui leur apporte les effets bénéfiques pour la santé. Le verdissement urbain a un gros impact sur la santé. Les gens qui vivent dans des quartiers qui sont plus verts voient leur risque de diabète de diminuer de 10 maladies cardiovasculaires, la même chose. Le risque de maladies respiratoires diminue d'environ 10 de décès prématurés d'environ 10 Il y a une étude qui a été faite, qui a mesuré le niveau de stress, donc l'hormone de stress dans les cheveux des gens, de ceux qui habitaient des quartiers déminéralisés et ceux qui habitaient des quartiers très verts, et il y avait une différence de 40 Le niveau de stress était 40 moins élevé chez les gens qui vivaient dans des quartiers très verts. Donc, ça a un gros impact sur la santé. C'est pour ça que moi, je demeure à Québec, je fais des événements avec Bruno Marchand, et je l'appelle le docteur de notre ville. Et je pense comme Catherine Fournier et tous les autres maires et mairesses du Québec, ce sont les nouveaux docteurs de nos villes, et ce sont eux qui ont la capacité et le pouvoir de changer la santé de la population et le bien-être de la population, là, mais vraiment à un niveau phénoménal. Absolument. Et puis, Mélissa Généreux, on entend souvent, évidemment, puis on va y revenir tout à l'heure, je l'ai dit, les villes, et avec raison, dire qu'elles manquent de financement pour faire des projets santé, mais on peut aussi, il y a moyen de poser des gestes qui ne sont pas nécessairement terriblement coûteux. Ah, absolument. C'est sûr que je suis totalement d'accord avec mes collègues à quel point la ville peut jouer un rôle important. Puis, naturellement, on va y aller avec des notions d'infrastructure physique, environnement bâti, accès aux espaces naturels. C'est définitivement important, mais j'ai le goût aussi de nous amener aujourd'hui vers les environnements davantage sociaux. On peut faire des petits miracles à ce niveau-là. Je tiens à vous glisser peut-être une information, une statistique pour vous montrer à quel point ça peut jouer un rôle central. Dans le dernier siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie, c'est quand même pas rien. Et sur ces 30 ans-là, il y en a 8 qui sont attribuables à l'amélioration des soins de santé, 22 qui sont attribuables aux conditions de vie, conditions socio-économiques, l'environnement social et bien sûr les habitudes de vie. Mais c'est pas que je veux prêcher pour ma paroisse de l'environnement social, mais la moitié de notre état de santé de la population serait beaucoup lié à l'environnement social et économique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais que dans un contexte, ce matin, on a parlé de pandémie, puis à quel point on a vu que la santé, le bien-être, c'était quelque chose qui n'était peut-être pas nécessairement acquis, puis qui pouvait être fragilisé en contexte de crise. Bien là, force est d'admettre qu'on fait face à différentes crises qui se multiplient depuis la pandémie. On peut penser au climat, on peut penser à l'économie, à différentes crises sociales comme l'itinérance qu'on a mentionnée ou du logement. Et devant ce contexte-là, je pense que l'environnement social est de plus en plus mis à mal et c'est pour moi un argument de plus pour agir concrètement. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour une ville? La liste est longue, je pourrais sûrement y revenir plus tard. Et on parle de choses qui ne coûtent pas si cher que ça. C'est ça qui est impressionnant. On est plus dans une logique de changer notre culture, notre façon de faire. J'ai entendu beaucoup ce matin des discours sur la performance, puis on veut bien faire les choses, mais pourquoi pas changer notre approche et se dire, on veut aussi tout simplement faire du bien. Pour bien faire les choses, à mon avis, avec la complexité du monde changeant dans lequel on vit, on doit d'abord chercher à faire du bien. Faire du bien pour nos citoyens, pour nos employés, peu importe. Ça veut dire d'avoir une culture où on leur laisse la place pour participer, s'engager, sentir qu'ils peuvent contribuer, qu'ils ne sont pas passifs ou victimes de crise, mais qu'ils ont un endroit où aller trouver un certain sens collectif, une appartenance. Donc, ça peut passer concrètement par des espaces publics, oui, bien sûr, mais des espaces publics qui sont peut-être déjà disponibles, qui ne nécessitent pas tant de matériel ou d'infrastructure, mais où on encourage la rencontre sociale, formelle ou informelle. On le fait à Lac-Mégantic, là, oui. et une place éphémère qu'on appelle, puis écoute,
un petit stage, un barbecue pour qu'on fasse un repas interculturel ou du karaoké intergénérationnel. On a fait du yoga du rire, on a fait des tournois de frisbee improvisés. L'important, c'est d'avoir une gamme diversifiée d'actions ou d'activités pour répondre aux besoins de tout le monde et de tous âges. Moi, ce que j'aime en vous entendant, c'est que ça devient un cercle vertueux, n'est-ce pas? Alors, mon deuxième tour de table, je vais le commencer avec Joanne Elsner. Vous habitez Québec. Je suis originaire de cette ville aussi, une ville qui ne manque pas de parcs et de beaux endroits, des endroits magnifiques pour se ressourcer. Et pourtant, ça pourrait être mieux, selon vous. Bien, écoutez, c'est vrai que Québec, c'est magnifique. On pense tout de suite au Plaine d'Abraham, au parc de la plage Jean-Cartier, au bois de Coulonges. Mais quand on regarde vraiment les chiffres, on s'aperçoit que oui, il y a une population privilégiée qui a accès à ces parcs-là, mais il y a une bonne partie de la population qui n'a pas accès à des parcs de proximité. L'Organisation mondiale de la santé recommande que chaque citoyen vive à au plus 300 mètres d'un espace vert. Et quand on regarde les statistiques de Québec, on voit que 75% de la population défavorisée n'a pas accès à un espace vert de proximité. Donc, il y a des quartiers qui manquent vraiment, qui sont en déficit nature du point de vue de parc, en déficit nature du point de vue de ce qu'on appelle la canopée, donc la surface du sol qui est recouverte par la cime des arbres. Et encore là, l'Organisation mondiale de la santé recommande une canopée optimale d'au moins 40%. Et il y a des quartiers à Québec qui sont à 8-10%. Donc, oui, on est une ville choyée parce qu'en moyenne, notre canopée est 32 puis ça a l'air super bien, mais en même temps, on a du travail à faire parce qu'il faut que tous les gens aient accès à ces bénéfices-là et avec les bénéfices sur la santé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une façon aussi de décongestionner notre système de santé puis d'aider notre mammouth. Mélissa Généreux, de votre point de vue de santé publique comme telle, qu'est-ce qui vous inspire ou désespère quand vous observez les villes et peut-être, je dirais peut-être même plus Sherbrooke, puisque vous êtes de ce beau coin du Québec. On est tous de très beaux coins du Québec, je veux dire. Ben oui, on représente bien absolument, différents secteurs. Absolument. Ben, alors, Sherbrooke ou l'Estrie en général, hein, moi, c'est assez vaste, l'Estrie de Lac-Mégantic jusqu'à Grimby, Cowansville, puis il y a plein de belles initiatives. Donc, je vais plus y aller dans l'espoir pour rester un peu dans la lignée de tout ce qui est social, l'art et la culture. Ça commence à percer un peu plus cette notion-là que d'offrir des activités artistiques et culturelles, ben, c'est bien pour le plaisir. On aime ça que les gens, nos citoyens et citoyennes aient du plaisir, puis puissent rencontrer le beau, l'esthétique. Mais ce que tout le monde ne sait peut-être pas encore, c'est à quel point l'art et la culture ont ce pouvoir inouï et sous-estimé sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Ça, c'est assez incroyable et documenté. Puis, et Mélissa, j'allais dire aussi, il y a quelque chose, des fois, quand on entend culture, tout ça, on imagine déjà, oui, mais j'ai pas d'argent pour acheter des billets, j'ai pas de... hein? C'est là qu'il faut trouver une autre façon de parler de culture. Mais exactement, une culture qui est accessible, pas juste financièrement ou géographiquement, mais qui est accessible en fonction des intérêts des différentes générations, des différents goûts des personnes, de leur provenance, leurs origines. Donc, ça peut être, écoute, un concert musical, quelque chose d'improvisé. Ça peut être même de laisser les citoyens eux-mêmes avoir, là, je parlais tantôt là, de la petite scène improvisée où les gens peuvent s'organiser un spectacle de « Montre-moi ton talent » ou du karaoké. Oui. En passant, là, le fait de chanter en groupe, ça vient augmenter notre dose d'ocytocine, qui est notre hormone de l'amour. Donc, ça aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même assez cool de dire qu'à l'accouchement, à l'allaitement, la maman va produire davantage d'ocytocine pour créer un lien d'attachement. Bien, ce type d'hormone-là, on la sécrète aussi davantage quand, en groupe, on chante. Puis quand vous y pensez, les moments où on a pu être en train d'être dans un festival, par exemple, puis tout le monde chantait la même chanson avec des petites voix cassées à gauche, à droite, mais c'est pas grave, on s'en rappelle profondément, c'est gravé dans notre mémoire, c'est associé à un sentiment profond d'appartenance à un groupe. On était tous ensemble ce soir-là. Donc, je fais quand même un parallèle parce que d'avoir accès à des événements comme ça, sans que ça soit toujours spectaculaire et grandiose, ça peut être des petites choses flexibles, informelles, improvisées. Je pense que ça peut vraiment faire le plus grand bien pour notre santé mentale de la population. Est-ce que tu vas demander à la salle de chanter? En autant que moi, je n'ai pas à chanter parce que ça ne fait pas partie de mes talents. Juste une petite parenthèse. Quand je faisais RDI Santé, il y avait une psychologue qui venait tous les lundis. Puis un jour, elle m'avait dit ça, j'avais trouvé ça tellement joli. Elle m'avait dit, c'est très difficile d'être triste en chantant.
Évidemment, sauf si on est en train de Ça, chanter une chanson ne me triste, quitte là, ça va pas. de soi. Mais chanter, c'est vrai que ça fait du bien. Catherine Fournier, là, j'ai envie de dire, puisque vous avez un nouveau titre depuis quelques instants, Docteur Fournier. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que les maires et mairesses du Québec, on se rassemble, vous savez, à quelques occasions durant l'année, puis il y a un classique, c'est d'aller faire du karaoké. Voilà. Et clairement, ça nous mène En amour. vers le bonheur, vers le camp des Tout à optimistes. fait. Puis ça fait connaissance, puis on voit les gens de... Puis ça prend du courage pour faire ça aussi. Je m'excuse, mais aller au micro devant les autres maires, ça prend du courage. C'était quoi la dernière chanson de Catherine? Avec mon équipe, on aime beaucoup chanter Sweet Caroline. Ah, oui. C'est notre classique, c'est notre classique ouais, de karaoké. tout à fait. OK. Revenons au sujet du panel. Mais en fait, je trouve que c'est très, très bon comme sujet de panel aussi. Concrètement, que fait votre ville, que fait Longueuil pour promouvoir et justement protéger la santé des citoyens en ce moment? De quoi vous êtes fiers? Je pourrais donner plusieurs exemples, mais je vais me restreindre à 3. Si vous me permettez. D'abord, les déplacements actifs. On en a parlé un petit peu plus tôt. La Ville a un grand rôle à jouer dans la planification des infrastructures urbaines et notamment à l'aménagement de liens sécuritaires. Puis on en reparlera tantôt parce que la sécurité, ça peut aussi être un frein au changement de comportement. Ouais. Mais néanmoins, depuis l'arrivée de mon équipe et moi à la mairie, on a vraiment changé la perspective en termes de mobilité durable à la ville. Auparavant, je vous donne un exemple, il y avait moins de 5 km de pistes cyclables qui étaient déneigées durant la saison hivernale. Maintenant, on a franchi le cap du 120 km et on pense bonifier encore d'une vingtaine de kilomètres d'ici 2 ou 3 ans. Donc, ça, c'est un changement majeur. L'implantation de réseaux Bixi. À mon arrivée, on avait 1 ou 2 stations sur le territoire. Maintenant, on est en troisième phase de déploiement. Et seulement entre 2023 et 2024, l'achalandage a augmenté de 63 Quand même. sur le réseau Quand même. en termes de Donc, déplacement plus de vélos, même actif. l'hiver et tout. Là. Oui, exactement. Puis on est en train d'électrifier le réseau. Bref, ça s'en vient. Donc, on déploie plusieurs mesures en ce sens-là. Deuxième exemple, le verdissement et l'accès à la nature. Donc, on favorise là, ces fameuses prescriptions de 2 heures. On a quand même de la chance à Longueuil. On a des parcs nature qui sont importants. Ouais. Mais la Ville s'est également engagée, grâce à l'adoption d'un plan de protection et de conservation des milieux naturels du territoire, à protéger 21 de notre territoire. Ça, à toute fin pratique, là, c'est tout ce qui reste en termes de milieux écologiques d'intérêt. Donc, on parle de 1500 hectares de milieux naturels. Et sur les 1500 hectares, il y a 600 hectares qui sont destinés à être connectés au parc nature qui existe déjà à Longueuil. Et on prévoit de créer des nouveaux aménagements pour que les gens puissent en profiter puis bénéficier de ces accès et de ces bénéfices, en fait, sur la santé. Troisième exemple que je voulais nommer, c'est l'encadrement, en fait, de l'utilisation des feux, que ce soit les feux de foyer intérieur ou extérieur. La Ville de Longueuil a mis sur pied un office de participation publique qui a mené des consultations. Ça a été leur premier mandat, en fait, et d'accoucher de recommandations parce que la Ville de Longueuil n'avait pas de cadre réglementaire au sujet de l'utilisation des feux. Puis on sait à quel point ça peut avoir un effet sur la qualité de l'air, particulièrement en période de sécheresse ou de smog. Donc là, on est venu se doter de balises claires, d'ailleurs, qui entreront en vigueur dans les prochains mois, dès cet été ou entre maximum au mois de novembre. Mais donc, ça se concrétise. Je pense qu'il y avait des commentaires. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce que Dr Catherine vient de dire? Docteur Catherine, mais oui, tout à l'heure, on parlait de mesures qui ne coûtent rien. Il y a des mesures qui ne coûtent rien, comme la réglementation. La réglementation sur les poêles à bois, c'est une mesure qui s'adopte et ça peut changer la vie des gens parce qu'on est vraiment capable de diminuer la pollution atmosphérique qui cause 4200 décès prématurés au Québec avec une valeur économique évaluée à 30 milliards de dollars. Donc, c'est par année. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur et la réglementation peut régler ça. Donc, on n'est pas obligé d'investir 9 milliards de dollars. Puis aussi, je voulais dire, les choix qu'on fait, là, dans la même enveloppe budgétaire, il y a des choix qui nous mènent vers la santé puis des choix qui nous mènent
vers la maladie et tout ce qui favorise notre dépendance à l'automobile, qui est une portion significative aussi de pollution atmosphérique. Puis je pense à Québec, où on a le projet de construire notre fameux tramway, à partir d'un quartier qui est comme enclavé, et à côté, on va construire une piste cyclable. Puis là, tout d'un coup, on veut rajouter un viaduc pour l'automobile qui va juste faire en sorte que les gens de Portneuf vont s'engouffrer dans la ville au lieu d'arrêter de prendre le tramway. Donc, on se tire dans le pied. Et ce 20 millions de $-là pour le viaduc, bien, on pourrait le mettre pour des pistes cyclables, pour créer des nouveaux parcs dans les quartiers défavorisés, là. Donc, il y a des choix qui ne coûtent rien. C'est juste de réadresser l'enveloppe budgétaire à des projets santé. Mélissa? Je nous écoute, puis peut-être dans les sujets qui ont été nommés, exemple, chauffage au bois ou prolongement autoroutier, c'est souvent des sujets qui sont assez sensibles à évoquer publiquement. Il n'y a pas une norme qui est complètement établie, ou en tout cas, disons qu'il y a des dissensions, puis on est quand même dans un climat de polarisation sociale, ce qui vient un peu exacerber les difficultés à véhiculer ces messages-là. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, la science dit que c'est évident, on devrait aller dans telle direction. Est-ce qu'on ne gagnerait pas, ça non plus, ça coûte pas vraiment plus cher, mais de véhiculer ces messages-là ensemble. C'est l'alliance, unir nos forces. Est-ce qu'on le voit assez souvent d'avoir une municipalité qui est préoccupée par les différentes émissions atmosphériques polluantes liées au chauffage au bois ou autoroutier, s'unir avec la santé publique ou des médecins engagés comme Joanne, puis des experts qui ont réalisé des études, puis ensemble, il me semble qu'on pourrait y aller de façon moins confrontante, mais juste de rassembler les différentes évidences, puis pas de porter chacun isolément le fardeau de ce message-là. Et j'allais juste rajouter aussi l'éducation, parce que j'allais dire, moi, j'ai eu une grande surprise. J'y vais sur une très mini anecdote personnelle. Le jour où j'arrive à Québec, puis je vois ma mère qui était rendue maniaque de recyclage, et c'était sa petite fille qui avait 8 ans, puis qui avait comme... Ah là, non, j'étais plus rien, puis c'était comme ça. Puis alors, l'éducation, puis ça passe des fois par les jeunes aussi. Alors, un petit rajout, puis Catherine, si jamais vous voulez rajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Moi, je pense que cette alliance santé et monde municipal, c'est extrêmement important. Puis j'en ai la preuve avec l'administration de Bruno Marchand qui est en place et son chef de cabinet me disait, Joanne, au début, on annonçait des projets à saveur environnementale, donc les pistes cyclables. C'est bon pour l'environnement. Et c'était reçu plus ou moins bien, avec plus ou moins d'enthousiasme. À partir du moment où on a commencé à expliquer aux gens que c'était bon pour la santé, les pistes cyclables, que le contrôle des poêles à bois, c'est bon pour leur santé, là, c'est un message qui est beaucoup plus facile, beaucoup mieux reçu pour la population. Et maintenant, ils m'ont dit que systématiquement, quand ils voient un aspect santé à leurs annonces, ils reprennent nos statistiques, les statistiques de d'autres, la Direction de santé publique, de Vitam à Québec, pour être capable de... Parce que ça prend un sens. C'est ça, d'expliquer aux gens. Et qu'on intègre, finalement. Exact. C'est ça qui est important. Quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux grands obstacles? Mais ça vient nous toucher personnellement qu'on vient parler de la santé. Puis on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure, la stratégie nationale de prévention. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Luc Boileau récemment. Puis je pense que c'est l'orientation aussi de la santé publique d'agir davantage de concert avec les villes. Puis c'est une très, très bonne nouvelle. Nous, on a commencé à l'intégrer de façon systématique à Longueuil avec la direction de la santé publique de la Montérégie qui collabore de façon exceptionnelle. C'est ça, puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça des gouvernements de proximité. Hein? Vous êtes les gouvernements les plus proches là, pour justement poser des gestes qui nous touchent au quotidien. Justement, bon, j'avais promis qu'on parlerait des obstacles puis de façon plus officielle pour les villes, pour les obstacles à l'action des villes qui voudraient en faire plus. Tout d'abord, justement, Catherine mairesse, il y a des budgets aussi, mais des fois, c'est les citoyens qui bloquent aussi, très fort. Oui, parce que là, on pourrait faire un panel au complet sur l'argent puis la fiscalité municipale. Bon, je pense que tout le monde ici dans la salle est bien au fait quand même. La rénovation d'un ancien couvent. La situation, oui. L'explosion des prix et des coûts auxquels on fait face. Ça, c'est un autre dossier, effectivement. Oui, l'entrevue de Catherine hier aux nouvelles, c'était excellent. C'était justement ça, le non-sens de certaines directives. Exact. Je suis très préoccupée par la situation, mais disons qu'on met ça à part. Il y a aussi d'autres freins et des obstacles majeurs, notamment le manque d'accès aux données. Je reviens à mon exemple de la consultation, de la démarche participative au sujet
de l'encadrement des feux de foyer, donc des particules de bois, et on n'arrivait pas à mettre la main sur réellement la situation là, de Longueuil. On n'avait pas mesuré à travers les années dans différentes situations, donc c'est très difficile de venir prendre des décisions qui soient éclairées. On a les données de façon globale, mais c'est très aidant d'avoir des données aussi sur le territoire comme tel. Nous, en tout cas, ça pose un frein dans certaines situations. Et autrement, je dirais quand même la question du changement de comportement. Évidemment, c'est difficile d'induire des changements. Il peut y avoir... en fait, on peut être d'accord sur les principes. Hein. Souvent, on obtient quand même des retours positifs de la population. Il n'y a pas grand monde, en fait, qui est contre là, le principe d'avoir plus de pistes cyclables, par exemple. Même au contraire, il y a beaucoup de gens qui nous en demandent. Mais si on installe la piste cyclable devant leur maison... Pas dans ma cour. Pas devant chez nous. Oui, pas devant chez nous, pas dans ma cour, oui. Parce qu'on a un petit peu tous la perception que la rue devant notre propriété ou devant notre lieu de résidence nous appartient, puis qu'on devrait avoir un droit au stationnement sur rue, puis ben, la piste cyclable, elle serait mieux dans une autre rue. Puis, donc, il y a tout cet arrimage-là qui doit être fait, puis c'est sûr que pour nous, ça pose... c'est un accompagnement, moi, j'y crois, je pense qu'on doit le faire, mais c'est sûr que le changement d'habitude n'est pas évident. Puis je vais revenir à l'enjeu de la sécurité dont je parlais tout à l'heure pour les pistes cyclables. Des fois, c'est pas juste une mauvaise intention, puis en fait, c'est jamais de la mauvaise intention là, quand les gens se braquent parfois, mais non seulement ils peuvent se braquer dans certaines situations, mais il y a d'autres situations où ils vont juste pas adopter un changement de comportement pour plusieurs autres facteurs exogènes, c'est-à-dire de pas se sentir en sécurité sur une piste cyclable. Si la piste n'est pas sécurisée, si elle n'est pas protégée, en tout cas, moi, je vous donne mon exemple, moi, j'irais jamais faire du vélo sur une piste cyclable partagée avec des voitures dans un milieu densifié. Moi, j'aurais peur. Moi, je suis plus prudente. Donc, moi, il faut vraiment que ce soit une piste cyclable séparée de la circulation pour que ça me donne confiance. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Absolument. Puis en plus, même dans les pistes vraiment spécialement pour le vélo, il faut faire attention aussi parce qu'il y en a des fois qui roulent un petit peu en fou aussi. Fait que, c'est sûr, mais déjà, on augmente nos chances. Oui, tout à fait, tout à fait. J'irai à Joanne Elsner pour parler d'un projet qui vous tenait très, très fort à cœur avec l'Université Laval. Bon, je pense, on est dans les obstacles, ça n'a pas abouti complètement, n'est-ce pas? Ou est-ce que ça a abouti un peu? Enfin, il était question de prescription nature et ça, c'est fabuleux. Bien, ça, avec prescription nature, ça a levé les voiles. C'est une initiative qu'on a lancée, que j'ai cofondée avec 5 autres professionnels de la santé en 2022. Déjà, on fête notre troisième anniversaire. Il y a plus de 2500 professionnels de la santé au Québec qui ont adhéré à Prescrit Nature et qui maintenant prescrivent la nature. Donc, quand on parle d'une prescription de la nature, on parle d'au moins 15 minutes à la fois pour 2 heures, 2 heures et demie par semaine, parce qu'on sait qu'après, quand un être humain regarde la nature, son taux d'hormones de stress diminue en 10 à 15 minutes. Donc, d'où est la dose? Mais donc, on parle d'un vrai papier de médecin? On parle de marcher 3 fois par semaine, tel parc, tel distance. Exact. C'est une prescription écrite, médecin, mais aussi kinésiologue, physiothérapeute. Donc, les professionnels de la santé, c'est une prescription écrite parce qu'on sait que quand c'est écrit, c'est un petit peu plus stimulant. Puis je me disais, je vous écoutais, Catherine, puis je me disais, ah, mais tu sais, si cette personne-là qui voit une piste cyclable devant chez elle, si elle avait une prescription de son médecin pour lui dire, fais du vélo, ça va aider pour ton diabète, ça va aider pour ton hypertension, fais du vélo, ça pourrait changer un petit peu la perspective. Et c'est ça la base de notre projet géodiagnostic, parce que ceux qui prescrivent la nature, en quelque part, il faut l'ancrer dans la réalité. Il faut regarder, voir s'il y a un parc qui n'est pas loin du patient à qui on le prescrit. On parlait tout à l'heure qu'il y a des quartiers à Québec, il n'y a pas de parc. Fait que tu as beau prescrire la nature, il n'y a pas de parc. Donc, il y a des professionnels de la santé qui vont s'asseoir devant leur ordinateur, vont aller voir Google Maps avec le patient, puis là, vont dire, là, tu demeures ici, voici le parc où tu peux aller en 10 minutes. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des logiciels qui pourraient, juste en entrant l'adresse du patient, même en entrant son lieu de travail ou son lieu d'études, faire comme une analyse de l'environnement et du cadre bâti du patient et
produire des recommandations qui sont basées sur la pathologie. Donc, un patient, par exemple, qui est stressé, qui est plutôt dépressif, où on pense qu'un contact avec la nature serait profitable, bien, le logiciel générerait la recommandation. Voici une prescription pour aller à ce parc-là. Voici le chemin pour vous y rendre. Ou si vous avez un problème de diabète, je vous recommande l'activité physique. Voici l'autobus passe à ce coin de rue-là de votre maison. Vous allez débarquer à ce coin de rue-là. Vous allez faire 25 minutes sur les 30 minutes que je vous prescris. Il vous sera peut-être de débarquer un arrêt plus tôt, puis vous allez faire vos 30 minutes. Donc, ce serait un logiciel qui pourrait permettre si vous voulez, d'aider les professionnels de la santé à prescrire, si vous voulez, un outil thérapeutique qui viendrait compléter l'éventail des outils thérapeutiques et peut-être diminuer aussi la médication. Ah, complètement. Et moi, j'allais rajouter aussi, petite parenthèse, mais j'allais dire, j'en entends déjà qui pourraient dire dans la salle, oui, mais tu sais, quand il pleut, là, ton truc 3 fois par semaine. Et j'avais cette phrase qui vient d'Angleterre, vous savez, les Anglais avec la météo à Londres, qui disait, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que de mauvais vêtements. Alors, donc, un bon parapluie, un bon imperméable, si jamais c'est moins beau, c'est faisable. Je veux entendre Mélissa sur, justement, d'abord, peut-être réagir, mais aussi ce que vous voyez, vous, comme obstacle là, en tant que médecine de santé publique, là, ce que vous voyez qui pourrait représenter des obstacles. Bien, pour Prescrit Nature, on est en Estrie vraiment aussi très, très intéressés. Puis quand on regardait, justement, on parlait de l'accès à la donnée, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas encore suffisamment de prescripteurs. Donc, on se demandait, qu'est-ce qui fait que les gens ont adhéré ou pas à ça? Parce que c'est super facile, là. Je veux dire, j'ai fait l'exercice en ligne, il y a une petite formation à aller faire, puis on reçoit notre permis quelques jours après, tout au plus. Donc, je pense qu'il y a plusieurs voies à réfléchir parce que c'est tellement une bonne idée. Puis encore une fois, je fais le lien avec le rôle un petit peu, ou la collaboration municipale, en ce sens qu'il faut comprendre où ça bloque. Ça peut bloquer au niveau du professionnel de la santé. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir du fait que ça peut être un médecin de famille, mais plein d'autres professionnels. Donc, nous, en Estrie, à Sherbrooke notamment, on a une ergothérapeute qui a décidé de partir ce mouvement-là avec ses patients, puis finalement de dire tous les mardis matins, ou peut-être c'est pas le mardi, mais peu importe, on se rejoint au Bois Béquette, puis on va y aller faire la randonnée, puis on va être ensemble, puis on va aller chercher notre dose de nature là, que je vous ai prescrit. Je vais même créer l'occasion, donc, tu sais, d'avoir accès à ces espaces-là. On l'a dit tantôt, de s'assurer que les espaces où on peut aller en nature, c'est pas obligé d'être des parcs nationaux incroyables, mais d'avoir des espaces conviviaux. Ça peut être juste des belles pistes sur des rues, oui, asphaltées, mais avec des belles bandes de terre, des arbres, des fleurs, quelque chose d'agréable. Je pense qu'on va quand même chercher notre contact avec la nature. Puis, de voir comment on peut les rendre peut-être plus accessibles à distance de marche des quartiers qui sont moins favorisés. Là, moi, ça, c'est vraiment là où le bas blesse, à mon avis. J'entends quand même encore beaucoup de pression, probablement. Peut-être que tu sauras nous le dire, mais de dire on va verdir, mais on va verdir souvent dans les endroits où les gens viennent visiter, dans les endroits qui sont, bon, où le tourisme est à sa plus forte affluence, où il y a beaucoup de commerce. On va embellir les endroits pour attirer la masse des gens à y aller, nos centres-villes et tout ça, mais est-ce qu'on va dans les petits quartiers qui sont juste à côté, qui sont peut-être plus de blocs appartements, d'instabilité, d'itinérance? Est-ce qu'on les verdit? Est-ce qu'on s'assure que les gens dans ces quartiers-là, eux aussi, 5-10 minutes de marche, ils ont accès à cette zone-là pour se ressourcer? Donc, la prescription nature, certes, mais on doit aussi s'assurer que ça soit accessible, donc d'où la belle convergence que je vois avec le rôle municipal. J'aime beaucoup l'approche. Oui, totalement d'accord avec Mélissa. D'ailleurs, lorsque la Ville de Longueuil a adopté son plan de verdissement, pour nous, c'était important d'inclure toute cette notion d'indice de défavorisation socio-économique dans la priorisation de nos actions, parce qu'on le voit historiquement, il y a eu vraiment pas une inadéquation, en fait, entre les interventions et pourtant les besoins, hein, parce que les quartiers défavorisés sont souvent les quartiers les plus minéralisés, où il y a les îlots de chaleur les plus importants. Donc, on va concentrer nos efforts dans ces quartiers-là. Nous, on vise à atteindre 30 %. C'est quand même, on part de plus loin, mais c'est un objectif, on pense, qui peut être réaliste
d'ici 2040. Donc ça, c'est l'objectif de la ville, mais j'irais même plus loin. Vous savez, les villes souvent fonctionnent, en fait, la plupart des villes fonctionnent sous la base des interventions liées aux requêtes citoyennes. Vous connaissez sans doute les services 311, par exemple, où on va appeler la ville pour communiquer une situation. Bien, pour toutes sortes de raisons qui sont, encore là, pas de mauvaise foi, mais c'est comme ça que les villes se sont souvent organisées, c'est action-réaction. Donc, il y a une demande d'intervention d'un citoyen, on va venir agir. Puis ça a été beaucoup le cas pour les actions, notamment de sécurisation des liens cyclables ou piétonniers, des interventions pour les aménagements autour des écoles, par exemple. Et on voit clairement, là, sur une carte, on a de la donnée, d'où viennent les requêtes citoyennes? Bien, c'est dans des quartiers qui sont plus favorisés sur le plan économique. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à travers le temps? Bien, les interventions les plus marquantes et les plus structurantes ont été faites dans ces quartiers-là, laissant de côté des quartiers plus vulnérables. Donc, ça, c'est évidemment c'est problématique parce que si on attend juste que les gens fassent des requêtes citoyennes, mais c'est sûr que quand on fait face à une maman monoparentale qui pense à qu'est-ce qu'elle va servir à ses enfants le soir pour souper, elle n'est pas, on prend la pyramide de Maslow, là, elle ne va pas contacter son conseiller municipal, elle ne va pas contacter la ville pour faire une plainte ou pour demander une intervention. Donc, il faut vraiment radicalement changer la façon dont les villes interviennent sur le terrain. D'ailleurs, on a aussi on a instauré ce changement de culture-là à la ville. Ça prend du temps. Puis, il ne faut pas voir non plus, faut pas mettre de côté les requêtes citoyennes. Je pense qu'elles peuvent être utilisées comme des intrants importants pour justement aller chercher de la donnée, mais il ne faut pas seulement se baser sur ces requêtes pour prioriser nos interventions, bien au contraire. Bien dit. Ça m'allume complètement. Oui, moi aussi, ça me permet ça donne plein d'idées. Je pense entre autres au rapport de Dr. Teresa Tam, je ne sais pas si tout le monde la connaît, qui est administratrice en chef de la santé publique à l'échelle du Canada. Elle avait sorti un rapport début 2024 sur la résilience des communautés, un peu en réaction à la pandémie. Puis à peu près, si je résume son message, c'était de dire comment pouvons-nous, face à toutes ces situations-là un peu de crise, qu'elles soient sociales ou liées à un virus ou peu importe, comment pouvons-nous savoir ce dont les gens ont besoin si eux-mêmes ne sont pas assis autour de la table? Donc, tu sais, son message était de dire, c'est pas parce qu'on gère des crises, parce qu'on est toujours en train de gérer des urgences, des crises. Il y a toujours quelqu'un qui crie un peu plus fort. Ça peut être des crises médiatiques aussi. Puis, on a tendance à réagir du mieux qu'on peut sous la pression, alors que ce qu'elle dit, elle, c'est de vraiment ressortir les principes de promotion de la santé, de développement des communautés. Et qui de mieux placé? Parce que je suis assez d'accord que la mère monoparentale qui cumule peut-être 2 emplois, qui vit peut-être différents facteurs de stress, elle aura sans doute pas l'énergie d'aller faire la requête, mais elle va peut-être avoir été en contact avec un organisme d'aide alimentaire ou peut-être un organisme de soutien aux familles. Donc, les organismes communautaires, ça, je pense que ça peut être une voie hyper intéressante pour donner la voix aux personnes qui sont sous-représentées traditionnellement là, dans les prises de décision, surtout les prises de décision un petit peu plus urgentes. Donc, à quand le moment où on aura le faire pour les gens, oui, mais puis avec, ça peut vouloir dire avec des organismes, dire par exemple, on a une occasion de verdir ou une occasion de réaménager un espace public, mais avant d'aller trop loin dans la décision, on aimerait voir, est-ce que ça peut même être une occasion avec vos usagers, les personnes qui fréquentent votre centre, votre organisme, de créer quelque chose, de les impliquer dans un processus, d'aller planter eux-mêmes les arbres ou peu importe la nature de l'activité en question. Donc, de profiter du processus, de cette opportunité-là pour donner la chance aux gens de se faire entendre, de s'impliquer via des organismes ou des milieux qu'ils côtoient déjà. Là. Moi, je pense qu'il y a une avenue intéressante, mais encore une fois, ça demande un peu plus d'énergie, de relation avec les organismes parce que ce n'est pas naturel là, qu'on les côtoie tous les jours. Je pense que Joanne aussi avait quelque chose à rajouter. Je pense que c'est très important, ce qu'a dit Catherine. C'est sûr que plus la population est scolarisée, plus elle est aisée de s'exprimer en public et d'aller à une consultation publique, de se lever devant une foule, d'aller prendre le micro, ça peut être extrêmement intimidant pour des gens qui, justement, on manque d'estime de soi, donc d'autres façons d'aller consulter ces gens-là, mais en même temps de les éduquer, de leur faire comprendre qu'est-ce qui est bon pour eux, leur montrer les données, ça a vraiment un pouvoir de conviction qu'il faut pas négliger, parce qu'au prime abord, on peut être porté, si vous voulez,
être un peu populiste et voir des solutions qui sont, semble-t-il, faciles, mais quand on les analyse, finalement, c'est pas vraiment le bon choix. Puis on apprend à voir l'impact de ce choix-là. Puis si je pense à l'automobile qui occupe 50 de notre espace urbain, si on est capable de changer, d'offrir d'autres modes de transport, mais là, on est capable de libérer de l'espace pour les espaces publics, pour que les gens puissent se rencontrer, pour verdir. À chaque fois qu'on veut planter un arbre, il y a une case de stationnement et les cases de stationnement sont responsables à Québec de plus d'abattage d'arbres que n'importe quelle autre raison. Puis il y a une réglementation dans beaucoup de villes qui oblige un nombre minimal de cases de stationnement par logement. Et ça, on se bat beaucoup et Québec vient de changer sa réglementation. De moins en moins. Hein? C'est ça, là, pour enlever ce minimum-là, parce que c'est de l'espace qui est minéralisé, qui est grugé. Mais est-ce qu'on s'entend quand même, les 3 ou les 4, si je m'inclus, sur le fait qu'il faut vraiment aussi développer davantage les transports en commun? Ah, tout à fait. Parce que, sincèrement, il y a même la Ville de Québec, en un sens, c'est bien beau, mais quelqu'un qui, justement, qui n'a pas de voiture puis qui habite à un coin où est-ce que un trajet va y prendre 3 heures. Il y en a pour qui c'est pas un choix. C'est ça. Exact. Il faut offrir les gens, choix. par exemple, pour ceux qui connaissent Montréal, quelqu'un qui vit à Saint-Bruno, moi j'avais une amie, puis elle me disait, travaillait à HEC, puis elle me disait, ben si je prends pas l'auto, je peux pas changer mes plans, je peux pas. Si je suis retardée, ben après 6 heures, il n'y en a plus de train qui m'amène chez nous ou de bus ou je ne sais trop. Ça allait à 11 heures le soir. Alors, tout ça fait aussi. C'est un obstacle majeur à nos rêves. Exactement. Le financement du transport en commun au Québec, il est famélique par rapport à d'autres pays. Ouais. En Suisse, par exemple, un pays où la mobilité est beaucoup plus développée et l'offre est beaucoup plus grande, les investissements en infrastructure de transport vont 70 dans le transport en commun, 30 dans le transport routier. Alors qu'ici, au Québec, c'est l'inverse. Et on a un déficit, si vous voulez, dans nos infrastructures. On n'est même pas capable de les réparer, qu'on veut continuer encore à les agrandir. Et je viens de Québec, je me permets de parler du troisième lien. 9 milliards de dollars pour 28 000 autos, alors qu'on pourrait mettre cet argent-là pour transporter 150 000, 200 000 citoyens de Québec. C'est un choix beaucoup plus favorable à la santé que le premier. Est-ce que je passe au prochain point ou est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? On pourrait continuer. C'est fabuleux comme discussion. Le 1er novembre, Québec lançait une stratégie de prévention qui devrait déboucher sur quelque chose très, très, très bientôt, pour ne pas dire c'est une question d'heure, n'est-ce pas? Mais j'en dirai pas plus. Donc, je vous avertis, nous ne sommes pas au courant de ce qu'il y a dans cette stratégie, personne ici sur scène, mais je vais quand même vous demander quelles seraient les pistes les plus prometteuses en prévention et je vous invite même à rêver de ce que vous aimeriez voir dans ce plan, dans cette stratégie de prévention. Mélissa d'abord, là, je change l'ordre un petit peu, ça va être Mélissa, Catherine et Joanne. La liste est quand même assez longue dans ma tête. C'est sûr, bon. Je suis un médecin en santé publique et sincèrement, je ne l'ai pas vu. Là, non, je sais c'est pas ça, on l'a ce pas qui est vu à l'intérieur. En cohérence avec ce qu'on a dit, je pense qu'il faut se donner les moyens d'être sur le terrain. Donc, on parlait de services de proximité. Je fais, par exemple, allusion au prescrit nature. Imaginez si on avait des médiateurs. Moi, je vois très bien, là, on voit ça au Royaume-Uni, entre autres, des médiateurs à la connexion sociale et à la nature. Donc, des gens qui disent, envoyez-nous là, vos patients, les personnes qui pourraient bénéficier d'un peu plus de connexion à leur communauté ou à la nature. Puis nous, on va la faire, la consultation, on va s'asseoir, puis on va regarder. Nous, on les connaît toutes les possibilités, puis on va faire la transition. Puis peut-être qu'au contraire, à travers nos activités de connexion sociale et à la nature, on va repérer des gens qui gagneraient probablement à avoir une certaine relation d'aide, plus en individuel, en bureau, en clinique. Donc, cette fluidité-là avec des médiateurs, bon, je ne dis pas qu'il y aura ça demain d'annoncer, mais d'avoir des services réellement de proximité des gens qui sont capables de faire le pont entre la communauté, les organismes municipaux et la santé. On a déjà des bribes de ça à travers le réseau d'éclaireurs en santé psychologique qui a été mis en place dans le cadre de la pandémie et qui a été maintenu jusqu'à présent. Mais il me semble que ça pourrait être encore plus riche pour avoir des gens dédiés à ce maillage-là, puis à vraiment passer de l'idée à l'action concrète, amener les gens vers l'action. Absolument, parce que c'est important aussi de souligner la solitude urbaine. Les gens, de plus en plus, sont très seuls en ville. Et vous le savez, que je pense que les gens commencent à être pas mal au courant, mais dans la plupart des grandes études, quand on essaie de déterminer les facteurs qui vont le plus déterminer une vie longue et en santé,
le soutien social, le réseau social est encore plus important, ou en tout cas à peu près égal, ou même parfois plus important que le fait de ne pas fumer. Donc, dis-moi si tu es bien entouré, puis ça ne veut pas dire être marié, avoir des enfants, ça veut dire d'avoir une connexion sociale qui nous satisfait, de ne pas se sentir seul, c'est un puissant moteur de santé et de longévité. Donc, il me semble, une fois qu'on sait ça, donnons-nous les moyens de la briser, cette solitude-là. Alors, on continue de rêver. Catherine, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette stratégie? D'où les investissements et le soutien nécessaire aux organismes communautaires qui agissent comme des réseaux d'entraide très importants, en particulier dans les communautés plus vulnérables. Ce que j'aimerais voir davantage, évidemment, je pense qu'on ne peut pas passer outre la question de l'habitation. J'y reviens, là, le logement. Moi, j'ai des statistiques pour Longueuil, là, je vais les utiliser à nouveau, mais il y a quand même près d'un quart des ménages longueuillois qui vivent dans un logement qui n'est pas adapté, que ce soit parce qu'il est insalubre, parce qu'il est trop petit pour la taille du ménage. Combien de pourcentage? Un quart. Un quart. Donc, un ménage sur 4, c'est énorme. Et on sait que le logement, c'est sinon un principal, en tout cas, déterminant de la santé des populations. Donc, je pense que, en tout cas, j'ose croire que ça va faire aussi partie intégrante de la stratégie de prévention. On continue de rêver? Écoutez, moi, je vous dirais un arrimage très, très serré entre la santé publique, le monde municipal et les ministères qui sont responsables du cadre bâti générateur de santé. Donc, je parle au ministère des Transports et de la Mobilité durable, je pense au ministère de l'Aménagement du territoire. Donc, il y a des ministères qui ont un rôle majeur pour faire des villes créatrices de santé, mais tout ça, ça demande une équipe multidisciplinaire. Il faut que tout le monde s'arrime, que tout le monde s'appuie. Et je pense que la santé publique a un grand pouvoir de conviction, un grand pouvoir de plaidoyer, parce que les professionnels de la santé sont extrêmement crédibles auprès des Québécois, mais aussi parce que la santé est une préoccupation importante des Québécois. Et à partir du moment où on explique aux gens que ce choix-là, il est meilleur pour eux, pour leur santé, la santé de leurs parents, la santé de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, ils sont capables de faire les bons choix, puis ils vont les faire. Quelque chose à rajouter? Mais déjà, si on atteint ça, il me semble que notre Québec se portera mieux encore. Je suis bien d'accord. Maintenant, je vais m'adresser à mes trois panélistes en tant que citoyenne. D'abord, Mélissa Généreux, en tant que personne, qu'être humain. Vous avez vécu une expérience que je trouve franchement fort sympathique. Ça s'est passé aux Jeux olympiques de Paris. Et une expérience qui a fait une différence, où la citoyenne s'est impliquée pour faire quelque chose. Oui, bien, je pense que quand on dit d'avoir de l'espace, de l'agilité, une flexibilité, bien, il faut aussi l'appliquer dans sa vie. Là, moi, je suis très peu rigide dans ma planification. Je n'ai pas trop d'ambition en voulant dire je saisis les opportunités quand elles se présentent. Puis, en toute sincérité, les Jeux olympiques, je ne pensais pas qu'on pouvait y aller comme médecin. Je pensais qu'il fallait être de Paris, je ne sais pas. Puis, à un moment donné, j'étais un dimanche matin à regarder mes courriels. J'ai vu passer dans un article médical comme quoi ils cherchaient encore des médecins bénévoles. Puis, ils semblaient évoquer des médecins de santé publique pour faire face à des... ils nommaient la santé mentale, entre autres, des athlètes. Je dis, mon Dieu, est-ce qu'il me parle à moi? Je leur ai juste écrit, là, sans parler à personne chez nous, juste dit, si vous êtes intéressé, je suis disponible, ce qui n'était pas vraiment vrai parce que dans le fond, j'avais d'autres plans. C'était en plein mois de juillet. Mais écoute, quand tu reçois le courriel qui dit, oui, on serait intéressé, voici les dates, j'ai évidemment tassé tout le reste. Puis, quelle expérience extraordinaire. Tu sais, moi, ce que j'ai rapporté de ça, premièrement, d'aller dans un village des athlètes, en soi, là, je vous le dis, soyez prêts, n'y entre pas qui veut, il faut avoir toutes sortes d'accréditations et tout ça, mais de vivre cette énergie-là unique, là, je ne pense pas qu'on peut reproduire ça ailleurs. Puis dans le village des athlètes, il y avait une zone de santé mentale, une zone de bien-être où on appliquait à peu près tous les principes, là, de la luminosité, de la musique qui jouait, les activités artistiques pour se détendre, faire des mandalas, de la peinture à numéros, exercer la gratitude en écrivant des cartes sur des cartes postales, en écrivant à des gens qui nous ont permis de se rendre jusque-là. Donc, toutes sortes de trucs en psychologie qu'on met de l'avant pour aider les gens à pas nécessairement guérir d'un trouble, mais tout simplement se porter mieux. Mais cette fois-ci, appliqué à l'échelle d'athlètes ou des personnes qui les accompagnent, là,
franchement, je me suis dit, c'est très inspirant. Puis si ces personnes-là de haut calibre peuvent en profiter de ce type d'espace-là qui est apaisant, qui fait du bien, bien, il me semble qu'on peut aussi, on devrait se le permettre à l'échelle de l'ensemble de la population. Donc, je demeure avec l'idée qu'on puisse exporter là, certaines de ces idées-là pour nos milieux. Puis j'aime bien l'idée de la citoyenne qui s'implique comme ça. Puis là, c'est pas une ville, mais c'est un village olympique quand même, dans la ville de Paris. En 30 secondes quand même, il y a eu une petite implication personnelle au-delà de ça, là. Il manquait de matériel. Oui, Vous vouliez du matériel, puis c'était pas possible d'avoir le matériel. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable d'avoir le matériel? Oui, bien ça, c'est un petit peu peut-être ma personnalité. Mais je suis pas germaine, mais je veux dire, non, je suis pas germaine. Mais je suis arrivée là, puis bien justement, je savais que les mandalas, 15 minutes par jour, c'est une belle façon de se détendre, c'est démontré scientifiquement. Puis il y avait de la peinture à numéro qui était là quand je suis arrivée, mais il en manquait. Puis ben, je dis, pourquoi on ne fait pas juste imprimer des dessins de mandalas? J'en ai même trouvé avec la tour Eiffel, avec les dessins des Jeux olympiques. Je me suis dit, mon Dieu, mais ils ont dit, ah ouais, mais tu sais, c'est organisé par les Nations unies, cette histoire-là, t'en as pour 6 mois avant d'avoir l'approbation. Je dis, regarde, check-moi bien aller. Donc, c'était bien drôle. Je suis partie avec mon petit habit de bénévole en plein centre-ville de Paris. J'ai trouvé une papeterie, puis je leur ai envoyé mon fichier, puis on a fait imprimer des tonnes de copies, puis j'ai acheté plein de crayons. Puis, écoute, 50-60 € plus tard, je me suis dit, regarde, c'est rien, là, tu sais, pour dire que finalement, ça a marché, l'activité. Puis, j'ai vu les athlètes venir tous les jours passer. C'était même un ouvrage collectif. Les gens le laissaient là, d'autres embarquaient. Donc, j'ai vu évoluer les mandalas. Il y a peut-être des athlètes qui ont gagné grâce à vous, on ne sait pas. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter sur cet aspect-là? J'allais demander à Catherine Fournier, vous travaillez à un rythme assez infernal. Est-ce que la citoyenne trouve que sa ville en fait assez pour s'occuper de sa santé? Je pense que oui. Je pense que tout est en place. Après, est-ce que moi, personnellement, je le saisis? Pas assez, je dirais. Mais quoique ma fonction m'amène quand même à courir un peu partout entre différents événements. Puis en fait, je pense que la ville a un rôle de soutien communautaire important. Puis en tout cas, Longueuil le joue bien. Là, on a un tissu social très tissé, serré. On a un nombre d'organismes communautaires record. Moi, avant d'être mairesse, j'étais députée de Marie-Victorin, qui est la circonscription qui comporte la partie ouest du Vieux-Longueuil. Et c'est la circonscription au Québec avec le plus grand nombre d'organismes communautaires. Donc, c'est vous dire à quel point on en a. Donc, les organismes me tiennent bien occupés. Mais vous savez, quand on parle de santé mentale, moi, à chaque fois que je vais dans un événement communautaire, je trouve ça ressourçant. Je trouve que, oui, c'est beaucoup de travail, mais moi, ça m'énergise. Puis je pense que ça témoigne, en fait, de l'effet sur la santé mentale. Tout à fait. Et là, comme je parlais aux citoyennes, panélistes, Catherine, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur comme citoyenne, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête, là, vous agissez. Oui, effectivement, je suis assez déterminée. D'ailleurs, ces derniers mois, en fait, depuis le début de l'année 2024, je me suis beaucoup engagée sur la question du virus du papillome humain, donc le VPH. Bon, ça va devenir peut-être un peu émotif, mais j'avais une amie qui est également une collègue depuis de très nombreuses années qui était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle a été diagnostiquée au début de l'année 2024. C'est un cancer qui est évitable. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la science, grâce au vaccin contre le VPH qui est disponible maintenant dans les écoles du Québec. Malheureusement, mon ami et moi, on fait partie de la génération de femmes et d'hommes qui n'avons pas pu bénéficier de la vaccination contre les VPH, parce qu'il y a plus de 300 souches de VPH. Donc, son nom est Juliane, et Juliane et moi, on s'est promis de faire ce combat-là ensemble pour venir éclaircir la question de la vaccination, de voir quelles seraient les possibilités pour accroître le dépistage aussi du VPH. Il y a toutes sortes de nouvelles méthodes aujourd'hui qui sont d'ailleurs en train d'être déployées à travers le Québec. Là, maintenant, il y a plus de la moitié des régions du Québec qui offrent le test VPH qui vient remplacer graduellement le test PAP, qui était le test le plus commun auparavant, mais qui ne détecte pas avec autant d'acuité la présence de lésions précancéreuses, ou en fait plutôt la présence du VPH dans l'organisme, effectivement. Malheureusement, Juliane est décédée le 1er février dernier. Donc, on avait planifié de faire certaines actions ensemble. Ça n'a pas pu être fait, mais à la toute fin de sa vie, pour honorer son héritage, j'ai décidé de prendre la parole publiquement à ce sujet-là. Mais il y avait déjà beaucoup de démarches qui avaient été faites par Juliane et moi dans les derniers mois
auprès du ministère de la Santé, cabinet également de M. Dubé. Puis je poursuis à la mémoire de Juliane, puis de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont été affectés par la maladie ou qui nous ont quittés. Bravo! Merci. Ça m'émeut moi-même aussi. J'ai hâte de voir la stratégie de prévention Oui, de oui, mains oui, verts. tout à fait. Ouais. On t'offre nos sympathies. Merci. Joanne Elsner, on est tous un peu, hein, comme Oui, ça. oui, non, mais Ouais. vous êtes docteur de nos villes aussi, Catherine. Vous Oui. avez la Ouais. vie de beaucoup de gens entre vos mains. Ouais, non, Ouais. je sais que c'est des grandes responsabilités. Oui, mais oui, vraiment, en tout cas. Et là, comme je dis, on est un peu tous un peu à l'envers. Joanne, de ce que vous vivez à Québec, est-ce que vous voyez, est-ce que la citoyenne trouve que les gens autour d'elle, que le citoyen est prêt à en faire plus comme tel? Bien, il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à s'impliquer, puis il faut canaliser leurs énergies parce qu'il faut leur donner des véhicules. Puis c'est depuis 10 ans, c'est ce que j'ai essayé de faire à titre de citoyenne. J'ai cofondé Santé Urbanité et on a produit, depuis 10 ans, on a produit plus de 50 émissions télévisées pour justement expliquer les liens entre la santé et l'aménagement urbain. On a organisé plus de 200 marches éducatives avec des professionnels de la santé. Pour la 4e année, on organise sa Roll-Doc pour faire la promotion du vélo utilitaire pour la santé, où on commence par un petit déjeuner causerie où on invite les gens d'affaires, puis les professionnels de la santé. Donc, on parle des bénéfices pour la santé de leurs employés. On leur explique, par exemple, que le vélo utilitaire, ça réduit de 15 % l'absence causée par la maladie. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour ces employeurs-là. On leur dit que les gens qui se déplacent à vélo, à pied ou en transport en commun pour se rendre au travail, ils ont un score de bien-être plus élevé. Donc, ils arrivent au travail dans de meilleures prédispositions d'esprit. Ils sont plus productifs. C'est encore là, c'est super bénéfique. Donc, pour essayer, si vous voulez, de les convaincre du bénéfice, mais aussi de les mettre en action pour qu'ils installent, par exemple, dans leur entreprise, des super à vélo, qu'ils donnent des incitatifs à leurs employés, comme une proportion du billet de transport en commun qui est payé par l'employeur. Mais aussi, ils ont un très grand pouvoir au sein de la société, un pouvoir d'influence auprès des élus, donc qu'ils viennent demander, convaincre, appuyer, soutenir pour justement les investissements dans le transport en commun, dans le verdissement, dans les transports actifs. Et je pense qu'on n'a même pas besoin d'autres explications pour dire que la citoyenne Joanne Elsner est extrêmement impliquée. Extrêmement impliquée, extrêmement passionnée, Oui. et extrêmement heureuse d'avoir... C'est contagieux. Je veux dire, d'avoir d'autres gens qui se joignent au mouvement et qui font leur bout de chemin, qui en font même plus que moi aussi, là, je veux dire, mais oui, c'est réconfortant. Je vais vous demander d'être bref parce que je pense qu'on regarde De l'horloge. juste montrer que ici, vous avez des exemples vivants de médecins ou de docteurs municipaux qui, dans leur performance, c'est peut-être pas juste en clinique. Tu sais, je pense qu'on a des exemples d'engagement qui font la différence, je pense. En tout cas, du moins, là, ça m'inspire beaucoup ce que Joanne vient de nous raconter. Absolument. Je voulais juste remettre ça en perspective vu le débat actuellement qui a lieu. Là. Tellement, tellement. Il reste 30 secondes. Alors, je vais vous donner une petite réponse très, très courte. Est-ce qu'on peut terminer avec votre sentiment à ce stade-ci quand vous regardez la situation? Optimiste ou pessimiste? Moi, je serai toujours dans le camp des optimistes parce que je vois pas... je trouve qu'autrement, il n'y a pas de moteur à l'action. Puis je pense que c'est la meilleure façon de combattre parfois le sentiment d'anxiété ou d'impuissance qui peut légitimement nous habiter par ailleurs. Mais moi, je choisis l'action, donc nécessairement, c'est parce que je crois que c'est possible de transformer positivement les choses. Quelque chose me dit que j'ai deux autres optimistes. Résolument optimiste. Moi, je vois depuis 10-20 ans les discours évoluer. Là, on n'aurait pas cette discussion-là il y a 15 ans quand j'ai commencé ma pratique. Optimiste, Joanne? Optimiste, puis je me dis, j'ai 2 enfants de 20 ans, je me dis qu'il faut que je continue et je continuerai jusqu'au bout. Je leur ai dit, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vous assurer un meilleur avenir, un meilleur présent et un meilleur avenir. Ah, c'est beau.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Sinon, j'espère que, je vous disais en début de panel que j'espérais que mes panélistes allaient vous inspirer autant qu'elles m'ont inspiré pendant que je préparais le panel. Alors, je pense qu'on peut les applaudir très, très fort. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on ressort tous et toutes avec des meilleurs outils pour la suite. C'est inspirant. Il y a quelque chose qui donne ça a un effet d'entraînement. Alors, moi-même, là, je quitte le panel, j'ai le goût de commencer à faire des choses, puis de ressortir mon vélo. Je le sors chaque année, c'est juste cette année un peu plus tard. Merci à tous et on se retrouve plus tard. Unbreakable, unstoppable, unshakable. They